15h, Au cœur de l'histoire. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour à tous. Son nom est passé dans le langage courant, c'est un synonyme de génie. Nous parlons de Mozart aujourd'hui, Franck Ferrand, et vous nous emmenez sur les traces de cet enfant devenu génie. Vous savez qu'à l'origine du talent de Mozart, il y a la conjonction inespérée d'un don du ciel et d'une méthode qui, elle, est bien ancrée sur terre. Le don, il s'est manifesté tôt, très tôt, dès l'âge de 3 ans, quand le petit Johann Chrysostomo Wolfgang Amadeus, c'est son prénom, ce sont ses prénoms, se met à réagir aux leçons qu'on est en train de donner à sa grande sœur, surnommée Nannerl dans la famille. C'est étonnant parce que déjà Nannerl était une musicienne très douée, mais alors le petit, lui, c'est complètement fou. Il entend sa sœur au clavecin donner une pièce pour enfants certes, mais quand même assez importante. Et à 3 ans et demi, il se colle devant le clavier, il refait la même chose. Avant de savoir lire. Avant donc, de du savoir coup. lire, bien entendu. C'est assez phénoménal ce qui est en train de se passer. Et bien sûr, le père des enfants Mozart, Léopold, qui est Kapellmeister à la cour du prince-archevêque de Salzbourg, très vite, ne peut que comprendre le miracle. Il voit ce qui est en train de se passer dans le secret de cette famille. Il diagnostique le génie de son fils. Il va l'encourager, le canaliser, le transcender, ce don prodigieux. Et ça, c'est la méthode dont je vous parlais. Il faut vous dire que les dispositions dont nous parlons sont tout à fait hors du commun. C'est le violoniste Schattner, qui est un ami de Léopold Mozart, et qui nous raconte la scène suivante. Wolfgang, à l'époque, a 5 ans. Et il va présenter au violoniste Schattner une partition qu'il vient d'écrire. Alors ça fait sourire bien sûr parce que la partition est bourrée de pâté, de traces d'encre. Enfin c'est un vrai travail de cochon. Mais c'est un tout petit garçon qui vient d'écrire ça. Mais si vous examinez la partition avec plus d'attention, nous dit Schattner, vous allez déchiffrer une composition musicale tout simplement remarquable. Et Léopold en est conscient. « Voyez, monsieur Schattner, dit-il, comme tout est correct et régulier, seulement ce n'est pas jouable. C'est si épouvantablement difficile que personne ne pourrait exécuter un tel morceau. » Et là, le petit dit « C'est pour ça que j'en ai fait un concerto. » Sous-entendu pour répartir un peu la difficulté entre les différents exécutants. On doit s'exercer, dit-il, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à jouer ça. Léopold est non seulement un professeur sourcilleux et compréhensif, et ce sera peut-être le secret de cette existence-là, c'est aussi le plus brillant des impresarios. Lui-même, disons-le, n'a jamais réussi à s'imposer vraiment devant un public. Eh bien, il va se réaliser à travers son fils et sa fille d'ailleurs, qui fait partie de la tournée. Il exhibe partout ses enfants un petit peu comme des singes savants. Il les emmène en tournée 6 mois de l'année. On les retrouve dès janvier 1762 à la cour de Bavière, donc à Munich. Et puis, on continue vers le sud et c'est carrément la cour impériale de Vienne où l'on va se produire devant l'impératrice, devant Marie-Thérèse et les archiduchesses. Le petit Wolfgang est présenté dans un habit lilas festonné d'or, on dirait une charmante poupée. Sa grande sœur est tout à fait charmante elle aussi. Et évidemment, le petit porte ce jour-là des souliers à talons comme ça se fait à la cour. Il a une grande épée au côté mais elle est trop grande pour lui, pauvre chat. Évidemment, il tombe, il s'empêtre, il s'affale littéralement devant l'impératrice. Vous imaginez, pour ce petit garçon, c'est une humiliation terrible. Alors, il y a une petite archiduchesse qui se lève. Elle a exactement, quand je dis exactement, c'est vraiment tout à fait le même âge que lui. Et elle vient le relever. C'est trop mignon. Et lui dit, comment vous appelez-vous? Antonia, lui dit-elle. C'est la future reine Marie-Antoinette de France, évidemment. Alors après avoir joué, avoir ébahi la cour qui se trouve là, le petit garçon va monter sur les genoux de l'impératrice pour lui faire un gros baiser. Alors évidemment son père est très gêné. « Lassen Sie nur » dit l'impératrice, « laissez-nous, j'aime les enfants, il n'y a aucun problème. » Et l'impératrice dit alors, elle montre ses filles qui sont là en arc de cercle. « Laquelle épouseras-tu quand tu seras grand ?» demande-t-elle à l'enfant. Eh bien, il dit « C'est celle-là que j'épouserai » en désignant Antonia, bien sûr. Pourquoi ? Oh, mais parce qu'elle s'est montrée bonne avec moi. Il compose son premier concerto à 5 ans. C'est l'un des plus grands génies que la musique a connu. Vous nous parlez de Mozart qui, à 5 ans, voulait se marier avec la future reine Marie-Antoinette. Oui, exactement. Il l'avait trouvé à son goût. Il faut dire qu'il en aura des maîtresses et des maîtresses, Mozart. C'est un amoureux de la vie. Je pense qu'un des secrets
de l'art mozartien et de cette vie assez extraordinaire, c'est que nous ne sommes pas en présence d'un garçon qui se laisse empêtrer par le passé, par les références, etc. Et qui n'est pas non plus de ces enfants qui vivent complètement dans l'avenir, dans le futur, dans les projets, dans les ambitions. Il vit l'instant, au présent. Il est gourmand dans tous les domaines. Alors effectivement, il se tâche constamment parce qu'il mange des sucreries du matin au soir. Il boit plus tard en tout cas. Hein. Là pour l'instant, il a 6 ans, ça va aller. Et puis alors, le sexe fera intégralement partie de sa vie. C'est un homme à femme, il aura eu, et dit-on aussi peut-être à homme, en tout cas, il aura eu énormément d'aventures pendant toute sa vie. Dès l'été 1763, son impresario de père, si je puis dire, Léopold, entraîne son fils et sa fille, Nannerl et Wolfgang, dans une longue tournée de 3 ans à travers l'Europe. Alors, on fait beaucoup de routes, vous savez. Il y a un biographe qui s'est amusé à calculer que si l'on prend les 35 années de sa vie, Mozart a passé plus de 4 ans et demi dans une voiture. Vous imaginez? Donc, il a passé son temps en carrosse sur des routes qui souvent étaient très inconfortables. D'ailleurs, le petit cirque ambulant, si j'ose dire, de Léopold Mozart se produit aux Pays-Bas, en France, bien entendu, puisqu'on va jusqu'à Versailles. On va se présenter devant la reine de France, Marie Legzinska, qui va parler aux enfants en allemand. Ils sont ravis, bien entendu. Elle parle toutes les langues d'Europe. Marie Legzinska, elle est polonaise d'origine. Mesdames, les filles de Louis XV, vont embrasser le petit Mozart. Quant à Madame de Pompadour, il a tellement l'habitude d'embrasser de très grandes dames qu'il se dit pourquoi pas. Alors, il y a le roi Louis XV qui est là, Madame de Pompadour à côté. Le petit Mozart, il veut grimper sur les genoux de Madame de Pompadour pour l'embrasser. Et Madame de Pompadour le repousse. Délicatement, mais elle le repousse. Et tout le monde dit, mais vraiment, comme cette femme est prétentieuse. En fait, c'est pas qu'elle est prétentieuse, c'est qu'on est en 1763, qu'elle a la tuberculose, qu'elle est en train d'en mourir d'ailleurs et qu'elle ne veut pas le contaminer. Évidemment. Ensuite, la famille va se rendre à Londres, où le garçon, qui n'est déjà plus un bambin maintenant, va rencontrer Johann Christian Bach, qui donc est le fils de Jean-Sébastien Bach, et qui va l'initier à une autre forme de musique, à la fugue au contrepoint. Ça, c'est extrêmement important, parce que ça va donner à l'art de Mozart une profondeur et une dimension qui jusqu'alors lui avait sans doute un peu fait défaut. Sans le détour par Bach et par sa musique baroque préclassique, si je puis dire, je pense que Mozart n'aurait peut-être pas atteint cette dimension-là, il ne serait pas arrivé à ce niveau. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Mozart, c'est que son inspiration classique va faire la synthèse entre plusieurs génies nationaux. Il est d'émanation allemande, bien entendu, avec toute la mélodie allemande, mais il a entendu à Versailles les grands motets de la chapelle royale. Il découvre à Londres les sortilèges non seulement de Bach, mais de Handel. Et à partir de 1769, il va effectuer 3 séjours en Italie qui lui ouvrent des horizons infinis. Vous savez qu'au Vatican, rien qu'en écoutant le Miserere d'Allegri, qu'on n'avait pas le droit de copier pour pas qu'il puisse être joué dans une autre cour, il a été capable de le reproduire. C'était tout à fait interdit, bien entendu, on n'avait pas le droit de reproduire le Miserere d'Allegri, mais le pape a été tellement estomaqué de la prouesse de Mozart qu'instantanément, il en a fait un chevalier de l'éperon d'or, et désormais, Mozart signera toutes ses lettres « Chevalier Mozart ». Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Sa vie a été courte, elle n'a duré que 35 ans, mais une vie tellement riche. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les traces de Mozart. Il était vraiment étonnant. Il est très célèbre déjà dans l'Europe entière en tant que petit prodige, mais aussi un peu en tant que compositeur. C'est vrai que d'avant tout, c'est sa fascinante mémoire qui fascine les contemporains. Elle permet à Mozart de composer n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est intéressant quand on voyage énormément. Même lorsqu'il fait une partie de billard ou lorsqu'il est en promenade, il a des notes qui lui viennent et des accords et des mesures. Et voilà, et ça y est, il est en train de composer sa musique. Il n'a pas besoin de la noter. Il lui suffit de la transcrire à partir de ce qu'il avait retenu, car il n'oublie jamais un accord. D'où peut-être aussi le côté tellement vivant et vibrant, le côté tellement libre et spontané de la plupart des compositions mozartiennes. Pourtant, Mozart n'a pas l'air de plaire à la seule personne qu'il devrait contenter, son patron. Et
son patron, c'est le prince archevêque de Salzbourg. Or, le vieil archevêque est mort en 1771. Il faut savoir que le père de Mozart, Léopold, est Kapellmeister. Et Mozart est un degré en dessous. Il est chef d'orchestre, on appelle ça Concertmeister. Et un Concertmeister, en 1771, c'est ni plus ni moins qu'un fournisseur ou même un serviteur. Et il doit obéir tout simplement. Et quand meurt le vieil archevêque de Salzbourg, que tout un brave homme, ma foi, on envoie pour le remplacer Monseigneur Hieronymus von Colloredo. Et Colloredo, lui, n'est pas du tout facile. Il est autoritaire, il est imbu de sa position qui, évidemment, est très élevée, c'est certain. Et la première chose qu'il commence par faire, c'est exiger de tout le personnel qu'il soit désormais présent et à l'heure. La discipline, vous savez, c'est pas son fort. Hein. Alors c'est vrai que Mozart a vu ses appointements augmenter avec l'arrivée de Colloredo, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais évidemment, ses absences répétées, son insuffisante régularité vont faire de lui une véritable plaie pour Colloredo, qui le prend en grippe tout simplement. Et alors là, il va y avoir des mois et des années même d'une sorte de dispute permanente entre ce prince archevêque qui ne comprend pas le génie de son Concertmeister et ce musicien beaucoup trop indocile. Finalement, en 1777, Mozart déclare forfait. Il quitte Salzbourg pour un temps, il entreprend une nouvelle grande tournée à la recherche d'un emploi moins étriqué. Et cette fois, il part sans son père, parce que Léopold est justement tenu à Salzbourg par sa charge, puisque maintenant l'archevêque tient à ce que tout le monde soit à son pupitre à heure fixe. Léopold ne peut plus voyager. C'est donc Maria Anna, la mère de Mozart, qui va accompagner son fils. Pour Léopold, c'est terrible. Il est complètement abattu, le pauvre Léopold. Son jeune prodige de 18 ans est parti. Alors, quand je dis prodige, c'est plus le petit prodige en dentelle. Hein. Maintenant, c'est un musicien qui va entrer en concurrence directe avec d'autres. D'autres qui sont sans doute moins doués que lui, mais qui peuvent se montrer parfois aussi beaucoup plus conciliants. Si vous regardez ce qu'est Mozart à l'époque, il n'est jamais qu'un copiste de musique qui propose ses services à un certain nombre d'orchestres de chambre au fur et à mesure qu'il va traverser les différentes cours d'Europe. Il n'est plus tout à fait la vedette qu'il a pu être, bien entendu, et c'est la période des vaches maigres, et c'est la période des refus et des rebuts, avec parfois des scènes épouvantables. On sait à quel point Mozart a conservé de son séjour à Paris en 1878 un très mauvais souvenir. Il faut dire qu'on ne l'a pas bien accueilli. Et s'il a conservé de Paris un aussi mauvais souvenir, c'est aussi parce qu'il va vivre là un des plus grands drames de sa vie. Il est arrivé depuis peu de temps lorsque sa mère tombe malade. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle va mourir. Et c'est le pauvre Wolfgang qui est seul avec elle lorsqu'elle meurt. Il ne sait pas à quel saint se vouer, c'est le cas de dire. Et surtout, une fois qu'elle est morte, il faut qu'il organise toutes les obsèques, etc. dans cette ville qu'il ne connaît pas et où personne ne s'occupe vraiment de lui. Il a quelques soutiens quand même, n'exagérons rien. Notamment Grimm, qui va l'aider un peu, le baron Grimm. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il soit tellement aidé. Et il va falloir qu'il prenne sa plume et qu'il annonce à son père qu'il a laissé en quelque sorte mourir sa mère. Il n'y arrive pas. Il va mentir à son père. Vous imaginez la première lettre. Alors, on ne sait pas si cette première lettre est destinée à adoucir, à préparer son père à l'idée que sa femme va mourir, ou si c'est simplement que Mozart ne s'est pas résolu à lui annoncer la vérité. C'est terrible ce qui se passe. Alors, il va comme cela chercher fortune, plus ou moins, comme il peut. Et puis sur le chemin du retour, il va s'arrêter à Mannheim, dans une famille qu'il a déjà fréquentée à l'aller, il s'était déjà arrêté chez les Weber. Il ne s'arrête pas tout à fait par hasard dans cette famille. La vérité, c'est qu'à l'aller, il est tombé éperdument amoureux d'une des 4 filles, de très loin la plus jolie et la plus talentueuse. Et alors cette Aloysia, elle a tout pour elle. Une voix divine, un physique absolument de rêve, un port, une personnalité, enfin elle est merveilleuse. Le problème, c'est qu'Aloysia aime beaucoup Mozart en tant que jeune compositeur. Elle aime sa musique, elle l'encourage, etc. Mais elle n'est pas amoureuse du tout. Aïe. Et la mère Weber va pousser littéralement dans les bras du jeune Wolfgang une autre de ses filles, Laurel, qui est un petit peu moins jolie, beaucoup moins talentueuse, mais qui est tellement charmante et qui surtout, et pour Mozart ça va être une bénédiction,
elle aime beaucoup les affaires galantes, cette jeune femme. Ils vont très bien s'entendre sur ce plan-là. Elle s'appelle Constance, bien sûr, Constance Weber. Et l'on voit Mozart écrire à son père. Alors, encore une lettre compliquée pour lui demander s'il aurait le droit d'épouser mademoiselle Weber. Léopold est fou de rage, alors décidément ce voyage ne lui aura apporté que du mal. Les Weber, ces va-nu-pieds qui ne sont même pas Kapellmeister. Évidemment, comme tous les gens qui ont fait une modeste réussite, Léopold Mozart est un snob, il faut dire ce qui est, et il veut pour son fils, il visait beaucoup plus haut, bien entendu. Et alors on a beaucoup critiqué le père de Mozart, on a dit mais enfin vraiment quel affreux personnage, et en même temps il veut le meilleur pour son fils tout simplement. C'est Jean-Pierre Bienvenu qui l'a dit, on a toujours écrasé les gens autour de Mozart, tous les biographes. Nannerl, la sœur une insignifiante dit-il, Constance sa femme une méprise, Aloysia elle ne savait que roucouler, l'archevêque Colloredo un pervers, etc. Et bien entendu, même l'Europe des Lumières n'aurait rien vu. Est-il nécessaire pour montrer à quel point Mozart fut un grand homme, de faire en sorte que... La marche turque de Mozart par Philippe Entremont à l'instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La suite sur Europe 1 de ce grand destin consacré à Wolfgang Amadeus Mozart. Et vous venez de nous parler de son entourage très critiqué, mais aussi de ses amours. Constance Weber était sa fiancée. Oui, les Weber collent un peu au jeune Mozart, il faut bien dire. D'ailleurs, ils ont carrément déménagé quand ils savaient qu'il était à Vienne. Ils ont quitté Mannheim, ils se sont rapprochés de la cour en même temps. Et les voilà donc à Vienne, où les fiançailles de Constance et de Wolfgang vont avoir lieu et vont déboucher finalement en août 1782 sur un véritable mariage. Ça, pour Léopold Mozart, ça n'est pas une bonne nouvelle, bien entendu. Et depuis, disons-le, le voyage de 1777-78, les relations entre le père et le fils ne sont plus ce qu'elles étaient. Il a vu son fils, petit prodige, devenir en quelque sorte l'étoile montante de l'Europe des Lumières. Et puis, il s'est rendu compte que derrière le prodige, il y avait un grand compositeur. Il s'est donc dit que ce fils accomplirait la carrière que lui n'avait jamais eu l'occasion de pouvoir accomplir. Et voilà que ce Mozart se laisse engluer par la famille Weber, et en plus c'était un petit peu un homme enfant. Alors évidemment, c'est sûrement pas le personnage que nous a présenté Miloš Forman, là, cette espèce de semi-débile en perruque rose et qui rignasse à tout bout de champ. Évidemment, c'était pas ça Mozart. Mais en même temps, il est vrai que c'est quelqu'un de difficile à contrôler, qui a des pulsions de tous ordres et très nombreuses et très fréquentes. On dit qu'il ne tient pas en place, il est incapable de rester assis, par exemple. C'est compliqué quand même pour un musicien, pour quelqu'un qui occupe dans la société de l'époque un rôle, qu'on le veuille ou non, subalterne. Il est constamment à tambouriner partout avec ses doigts, vous savez, il marque la mesure constamment. Il est tellement maladroit que son épouse Constance va prendre l'habitude de lui couper sa viande de peur qu'il ne se coupe les doigts, vous voyez, quand même un peu bon. Et puis alors, il n'y a pas que la musique dans sa vie, je vous l'ai dit, il y a bien sûr la danse, il y a bien sûr le billard, il attrape et il engloutit tout ce qui passe à sa portée, c'est un véritable goinfre, on peut s'étonner qu'il ne soit pas devenu obèse avec tout ça. Il était mince, oui, objectivement. Le vin, bien entendu, et puis les réceptions, et le plaisir d'une manière générale, et le sexe est au premier rang de ce plaisir. Mozart adore faire des galipettes avec sa jeune épouse, qui est comblée du coup, bien entendu, ça c'est assez merveilleux. Constance est peut-être finalement la femme qu'il fallait à Mozart, vous savez, et lorsqu'on lit la correspondance, on se rend compte qu'il était véritablement amoureux d'elle. C'est aussi quelqu'un qui a constamment besoin d'être dans l'action, dans la création. C'est assez étonnant. Il est à Vienne, je vous l'ai dit, et il va devenir célèbre grâce à la première de ses comédies musicales, si j'ose employer cet anachronisme, l'Enlèvement au sérail, avec des chants qui sont liés par des dialogues. C'est pour ça que je me permettais de parler de comédie musicale, et qui vont renouveler complètement le genre. Mozart est en train d'inventer la nouvelle œuvre à la mode, si je puis dire, et ça marche. L'Enlèvement au sérail est un très grand succès. Mozart, comme c'est toujours le cas à Vienne, c'est Vienne et Paris, pour ça fonctionne de la même façon. Vous êtes du jour au lendemain la vedette, et puis alors au bout de 3 semaines, on vous oublie et vous retombez où vous étiez. C'est bien. Là, c'est ce qui va se passer. Mozart gagne énormément d'argent. Il peut donc louer un appartement luxueux. Constance, qui est un petit peu une tête folle, il faut le dire, va acheter des meubles magnifiques et des étoffes pour mettre aux fenêtres, etc. Et pendant ce temps, on ne se rend pas compte que
des moments plus difficiles pourraient arriver et ne vont pas tarder à arriver du reste. Mozart est maintenant dans la maturité de son art et de son génie, et Mozart est à la recherche d'un nouveau livret qui pourrait lui procurer un succès de la dimension de l'enlèvement. Sauf que ça n'est pas facile, ça, bien entendu. On ne trouve pas un livret aussi facilement que ça. Et il tombe un jour sur une pièce qui est à la mode à Paris. Et cette pièce, c'est la pièce de Beaumarchais, Le mariage de Figaro. Et il se dit qu'il devrait être capable d'en tirer quelque chose. On est à l'époque, c'est l'empereur Joseph II qui règne à Vienne. Il y a à la cour de Joseph II un aventurier qui est en même temps un bon écrivain, qui plaît beaucoup à Mozart parce que lui aussi est un bon vivant, lui aussi aime la bonne chair, C-H-E-R-E, mais aussi l'autre chair. Il s'appelle Lorenzo da Ponte et c'est lui qui va non seulement transformer la pièce de Beaumarchais, l'adapter pour en faire un opéra, mais qui va surtout essayer d'aplanir tout ce que la pièce a de trop révolutionnaire et qui pourrait la faire interdire à la cour, bien entendu. Il faut vous dire que Da Ponte est bien en cours et qu'il va obtenir de Joseph la levée de l'interdiction. C'est le début d'une collaboration extraordinaire qui va donner 3 opéras immortels. Figaro est écrit très très vite. C'est incroyable de voir comment Mozart procède. Il écrit ça en 6 semaines au début de l'année 1786 et la première représentation des Noces de Figaro va durer 5 heures alors que l'opéra est relativement court somme toute, mais que voulez-vous, à chaque fois qu'on joue un air, le public se lève, acclame, applaudit et réclame qu'on bisse l'air et qu'on trisse l'air. Donc évidemment, ça n'en finit plus, mais c'est en même temps une grande joie, une grande chance pour Mozart qu'il se dit que désormais, pour lui, c'est le début d'une immense carrière et que, bien entendu, il va devenir le grand musicien dont Vienne avait besoin. Le problème, c'est que Mozart est, vous l'aurez compris, un panier percé. Et il ne faut pas compter sur la chère et belle et tendre Constance pour tenir les comptes. Elle est pire que lui. Donc, à eux deux, ils vont connaître bientôt les vaches maigres. C'est quand même un comble. Ils ont tout pour être heureux, mais oui, mais ils ne sont pas capables de se gérer. C'est comme 2 enfants dans la vie, finalement. Et de ce point de vue-là, Léopold Mozart avait un peu vu la vérité. Il avait compris ce qui allait se passer. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque où l'Autriche entre en guerre contre les Ottomans. La cour est en train de se tourner vers une musique beaucoup plus austère. C'est ce qu'on appelle les réformes de Léopold. Et donc, à ce moment-là, il y a une sorte de raidissement de la cour d'Autriche. D'ailleurs, Mozart, qui est une véritable gloire à Prague, ne va jamais véritablement conquérir le public viennois, il faut le dire. Et puis, Constance est malade. Elle est obligée d'aller constamment dans des villes d'eau pour se soigner, donc de faire des voyages qui sont dispendieux, tout ça coûte cher. Bref, les Mozart s'appauvrissent en 1788, en 1789. Ça va de moins en moins bien, si je puis dire. Et Mozart a maintenant besoin de produire pour vivre, si je puis dire. Alors, il a trouvé un nouveau sujet très intéressant. Il s'est dit, puisque après tout, Da Ponte est son collaborateur maintenant, il va s'inspirer du personnage de Da Ponte d'une certaine façon et du personnage qui maintenant est célèbre à l'époque de Casanova, et il va produire un opéra sur le mode du libertinage. Et pour ça, on va prendre la vieille pièce de Don Juan qui a été traitée jusqu'ici par de très nombreux auteurs, pas seulement Molière, bien entendu. Et ce thème de Don Juan, ce thème de la punition du libertin, en quelque sorte, devrait plaire non seulement à Vienne, mais devrait plaire à Prague. Et donc Mozart et Da Ponte vont travailler à Don Giovanni. Alors on dit que Da Ponte écrit le livret dans une maison qu'il a louée exprès. Alors il y a 3 pièces. Dans la première pièce, il a le livret, etc., enfin de quoi écrire. Dans la pièce adjacente, une table qui est remplie de nourriture et, inutile de vous dire, d'alcool. Puis il y a une 3e pièce où attend une jeune dame qui répond à l'appel d'une cloche. Voilà comment on travaille quand on s'appelle Da Ponte. Il va produire ce livret de Don Giovanni qui est tout simplement le chef-d'œuvre mozartien par essence. Là, il n'y a pas seulement, bien entendu, toute la virtuosité dont Mozart a habitué le public, il y a également cette intériorité immense qu'il est capable de nous transmettre quasiment sans intermédiaire. C'est tout à fait extraordinaire. Alors on connaît la réaction de l'empereur. Il paraît que Joseph aurait dit « Zu viel Note, liebe Mozart », trop de notes,
cher Mozart. Il semblerait que ce soit une remarque apocryphe, de même que la réponse de Mozart, d'ailleurs, qui aurait répondu « juste assez pour répondre aux besoins de votre majesté ». L'histoire de Don Giovanni ne va cependant pas vraiment plaire au public viennois. Les Viennois, vous savez, ils aiment les choses simples et nettes. Est-ce qu'on est dans la comédie ou est-ce qu'on est dans la tragédie ? Un opéra qui présente des moments de libertinage totalement comiques et des moments d'une dramaturgie intense et hyper tragique, ça ne peut pas plaire au public viennois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Don Giovanni, opéra tellement sublime et tellement complet, ne va pas trouver son public, ne va pas rapporter à Mozart l'argent dont il avait besoin et va faire de lui désormais un auteur dans le besoin. Extrait de Don Giovanni de Mozart, dirigé par Laurine Mazel à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous cet après-midi. Franck Ferrand vous raconte l'incroyable destin de Mozart. Et la suite, c'est dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors nous venons de le voir, Franck, avec vous, Mozart a composé Don Giovanni, qui est pour de nombreux amateurs de musique l'une de ses plus belles œuvres. Il l'a composé alors qu'il avait besoin d'argent et cette œuvre n'a pas marché, ça n'a pas été un succès. Mais plus rien ne marche, vous savez, la roue a tourné, Constance est de plus en plus malade, la pauvre, alors ce qui fait qu'elle passe très peu de temps à Vienne, maintenant elle est toujours dans ses villes d'eau, etc. Wolfgang lui-même est malade, sa santé est assez délabrée. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça ne l'empêche pas de continuer à écrire. Vous imaginez qu'en 1788, alors que tout va mal, en 6 semaines, il compose ses 3 dernières symphonies, la 39e, la 40e et la 41e, qui ne sont pas les plus minces des symphonies, qui vont littéralement ouvrir la voie à Beethoven et à la grande symphonie romantique. Eh bien, Mozart écrit ça alors qu'il est, mourant. Non, mais c'est assez extraordinaire. Et en 3 semaines seulement, il a étudié, par ailleurs, le clavier bien tempéré et l'art de la fugue de Bach, dont je vous parlais tout à l'heure, et ça va lui donner l'idée d'écrire encore plus. Et puis, on est à l'époque aussi où Mozart va faire connaissance avec les francs-maçons. Il devient lui-même maçon. Alors ça va très bien avec son humanisme, avec son sens aigu de la fraternité. Vous savez, Mozart est un homme qui n'attache quasiment aucune importance au rang, au titre et à ces choses-là. Il est complètement ébloui par la franc-maçonnerie. Il faut savoir qu'à cette époque, la musique est un agrément important de la vie maçonnique, nous dit Philippe Autexier. On chante en loge, on chante pendant les banquets, on organise aussi de véritables concerts. Les loges ont besoin de musiciens et pour les attirer à elles les initie gratuitement et les dispense de cotisations en échange. Il joue dans toutes les occasions où la musique est requise et Mozart compose même des pièces pour ces circonstances. Là se cache la raison principale de son attachement à la vie maçonnique. Je pense que c'est allé un peu loin dans les conclusions. Il y a dans l'intérêt que Mozart manifeste à la franc-maçonnerie bien plus qu'un intérêt matériel. Je veux dire, il y a évidemment une sorte d'engagement philosophique. Oui, ça c'est très probable en tout cas. Mozart va mal, je vous l'ai dit. Ça ne l'empêche pas quand même d'être capable. Vous savez qu'en 6 semaines, en 1788, il va composer ses 3 dernières symphonies, la 39e, la 40e, la 41e, qui ne sont pas rien. Ce sont quand même les symphonies qui ouvrent littéralement la porte à la grande musique romantique. Eh bien, il écrit ça alors qu'il est très mal, alors qu'il est malade, plus que fatigué, de plus en plus pauvre, avec cette constance qui, non seulement est elle-même assez décevante, mais va se révéler infidèle. C'est André Castelot qui nous le raconte. Pour qu'elle puisse aller se soigner aux eaux de Bade, Mozart avait recours aux usuriers, dit-il, car la ville Wolfgang ne fut qu'une lutte incessante et épuisante pour trouver la poignée de thalers, les thalers c'est la monnaie de l'époque, nécessaire pour vivre. Il connaissait si bien sa chère Constance. Il savait qu'il suffisait qu'un torse moulé dans un uniforme rutilant s'inclinât devant elle pour qu'elle se mette à frétiller. C'était d'ailleurs bien pis lorsque l'officier se doublait d'un farceur et le cœur tenaillé de jalousie. Mozart abandonnait alors son clavier pour écrire à Constance. Et là, Castelot cite une lettre de Mozart. « Mon amour, pardonne-moi d'être aussi franc, seulement mon repos l'exige aussi bien que notre bonheur réciproque. Souviens-toi seulement que tu m'as avoué un jour que tu étais trop liante. Tu en connais les conséquences. Souviens-toi de la promesse que tu m'as faite. Ô Dieu, et c'est seulement, mon amour. Sois gaie et contente et agréable avec moi. Ne te tourmente pas de moi avec une jalousie inutile. Aie confiance en mon amour. Tu en as des preuves et tu verras comme nous aurons du plaisir.
croit sûrement que seule la conduite d'une femme peut tenir l'homme captif dans ses liens. Adieu, demain je t'embrasserai de tout cœur, dit-il. Il y a beaucoup de difficultés dans la fin de... Je dis la fin parce que malheureusement on s'approche de la fin de la vie de Mozart, bien entendu. Il va avec Da Ponte donner sa troisième grande œuvre, Così fan tutte, vous savez, ce qui veut dire tout le fond. Et je trouve que cet opéra est exactement dans l'esprit même de ce qu'est en train de vivre Mozart. C'est-à-dire que on est loin de la légèreté et de l'insouciance. Qu'est-ce que c'est finalement l'intrigue de Così fan tutte? Ce sont deux couples qui passent leur temps à se mettre à l'épreuve et à ne pas être à la hauteur de la dite épreuve. On se trahit, on se ment, et finalement ce sont quatre existences qui finissent par se détruire. Voilà une œuvre qui d'ailleurs ne plaît pas au public, qui n'a peut-être jamais véritablement trouvé son public, et pourtant c'est tellement beau, Così fan tutte. Mozart boit beaucoup, je vous l'ai dit, il passe beaucoup de temps au cabaret avec un personnage qui s'appelle Emmanuel Schikaneder. Schikaneder est franc-maçon comme lui, c'est un impresario, c'est un acteur, c'est aussi le patron d'un petit théâtre populaire, et ensemble, ils vont avoir l'idée d'une œuvre. Ça, c'est assez extraordinaire. Une œuvre intensément maçonnique d'ailleurs. On est en mars 1791, et c'est Schikaneder qui propose à Mozart d'écrire La Flûte enchantée. C'était une histoire féerique complètement aberrante d'ailleurs, une histoire dont le titre original était Lulu ou la flûte enchantée. Schikaneder écrit le livret, alors il se prépare un rôle exactement sur mesure, un oiseleur vêtu de plumes, c'est Papageno bien entendu, et puis il y a tous ces personnages, tous plus ou moins un peu extraordinaires, dont la Reine de la Nuit bien entendu. Et c'est toute l'histoire de cette espèce d'opéra bouffe, c'est la Reine de la Nuit dont la fille, Pamina, a été enlevée par un démon qui s'appelle Sarastro, chef d'une espèce de mystérieuse fraternité. Alors évidemment, l'opéra n'a pas grand sens. Il y a quand même un retournement extraordinaire. C'est que l'héroïne du premier acte, si je puis dire, la Reine de la Nuit, se révèle être la méchante. Et les méchants kidnappeurs se révèlent être les gentils, avec une allusion directe à la fraternité maçonnique, bien entendu. Eh bien, à partir de tous ces boniments, à partir de toutes ces espèces de platitudes cousues ensemble, Mozart va donner peut-être sa plus belle œuvre. C'est George Bernard Shaw qui disait que les airs de Sarastro dans La Flûte enchantée étaient la seule vraie musique écrite qui soit acceptable pour la voix de Dieu. Mozart va donner le meilleur de lui-même dans cette Flûte enchantée, avec ses airs extraordinaires, ses airs de fraternité, qui sont peut-être ce qu'il a écrit de plus pur et de plus émouvant. Et l'opéra en question, au début, n'a pas un succès extraordinaire, mais le succès va venir progressivement. Il va venir peut-être un peu trop tard. Et ce qu'il y a de terrible dans cette affaire, c'est que la gloire de La Flûte enchantée, Mozart ne l'apprend que sur son lit de mort. C'est une des dernières informations qu'on a le temps de lui donner. On lui dit que La Flûte enchantée est en train de devenir tout simplement un triomphe. Et quand on l'entend et quand on entend certains airs, il n'y a pas à s'en étonner.
Nathalie Dessay sur Europe 1 avec un extrait de l'air de la Reine de la Nuit de Mozart. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cette heure est passée tout aussi vite que la vie de celui dont on vous parle aujourd'hui, Mozart. Nous sommes maintenant en 1791. Il y a un instant, Franck, vous nous parliez de sa dernière œuvre, La Flûte enchantée. 1791, c'est l'année de sa mort. Oui, c'est pas tout à fait sa dernière œuvre. C'est son dernier opéra, d'une certaine manière. C'est la dernière œuvre chantée de Mozart, si l'on exclut le célèbre Requiem, extraordinaire, que au moment même où Mozart sent venir la mort et au moment même où il lutte pour survivre, il soit amené à écrire un requiem parce que le requiem, ne l'oublions pas, est une œuvre de commande. Il reçoit un matin ce mystérieux messager vêtu de noir dont il ne sait pas qui il représente et qui, avec beaucoup d'argent à la clé, lui commande une messe des morts. Parce que, ne l'oublions pas, un requiem, c'est une messe des morts. Alors, ce messager secret, en fait, on l'apprendra, venait de la part du comte Franz von Walsegg. Walsegg était lui-même un musicien amateur et il se considérait comme un grand compositeur à l'époque. Et l'on peut imaginer que Walsegg avait l'intention, à partir de ce requiem, de se faire passer pour le compositeur. Il avait acheté la musique à Mozart et il avait bien l'intention de la signer d'une certaine manière. Sauf que, on connaît la suite, Mozart va mourir en cours d'écriture et Walsegg finira par confesser la réalité. Il expliquera exactement ce qui s'est passé. Alors, avant d'écrire cependant son requiem, Mozart va travailler à une dernière œuvre. Alors certes, c'est ce qu'on appelle un opéra de série. C'est une œuvre de commande qui, en l'occurrence, lui est commandée pour un couronnement royal qui a lieu à Prague. Mais cette œuvre, c'est la Clémence de Titus. Et Mozart va, dans la composition de la Clémence, faire preuve d'une incroyable virtuosité. C'est-à-dire que là, maintenant, il sait qu'il lutte pied à pied contre la mort, il sait que le temps lui est refusé, il a besoin d'argent au plus vite, et il écrit à toute heure, du jour et de la nuit. Il a des scribes, littéralement, qui reprennent ses brouillons et qui copient et qui vont multiplier les partitions, bien entendu, pour rendre possible l'interprétation. Mozart est, à ce moment-là, dans une sorte d'écriture automatique, si je puis dire. Et la Clémence de Titus va se révéler être sa dernière grande œuvre vocale, qui ne rencontrera, disons-le, aucun succès. Alors, on vient donc en juillet 1791 lui commander ce fameux requiem et Mozart se met tout de suite au travail. Dans une lettre, il le dit, il le confie, « Je ne peux pas effacer de mes yeux l'image de cet étranger, cet homme qui s'est présenté, vêtu tout de gris sombre. Je le vois continuellement, il me supplie, il m'exhorte et me commande de continuer mon travail. Je suis sur le point de mourir. Je dois terminer mon chant funèbre avant d'être certain de mourir. » Il est rare, je crois, qu'un compositeur de ce niveau soit parfaitement conscient de ce qui est en train de lui arriver. Or, c'est le cas de Mozart. Oui, c'est une prémonition presque. C'est plus qu'une prémonition. Il y a eu cette coïncidence incroyable que ce messager anonyme, comme s'il était lui-même l'envoyé de la grande faucheuse, soit venu frapper à sa porte et lui commande cette messe pour les morts alors que lui-même est en train de rendre l'âme. Comment s'étonner à partir de là que les quelques premiers chapitres du Requiem, ceux qui ont été écrits de la main de Mozart, soient à ce point inspiré et, disons-le, bouleversant. Dans la nuit du 4 décembre, alors qu'il est en train de se débattre avec les partitions de ce requiem dont il sent bien qu'il ne va pas pouvoir le mener jusqu'au bout, sa femme lui a trouvé un collaborateur, ce jeune Franz Sussmayer qui est là et qui l'aide et qui le pousse et qui le soutient. Et Mozart, sentant qu'il n'arrivera pas au bout, lui dit « Sussmayer, il faut me faire une promesse. Tu finiras ce requiem, tu ne le laisseras pas inachevé. » Et c'est la raison pour laquelle le pauvre, qui n'était pas lui du tout un grand compositeur, s'est retrouvé en face d'une mission impossible. Quelle responsabilité. Vous imaginez, le requiem de Mozart est achevé à peu près aux 2/3, un peu moins des 3/4 quand Mozart meurt, et il faut que le pauvre Sussmayer, qui n'est qu'un copiste, disons-le, avec toute la sensibilité et tout l'amour qu'il pouvait avoir pour son maître, écrive la fin du Requiem. Et il va y arriver, bien sûr. Il va écrire cette fin de Requiem en reprenant, disons-le, beaucoup les grands airs du début. Et l'on retrouve évidemment beaucoup de citations du début du Requiem dans cette fin que Sussmayer va écrire pour lui. Et donc, dans la nuit du 4 décembre,
Mozart a fait promettre à Süssmayr qu'il irait au bout. Un médecin va venir, va faire appliquer à Mozart des cataplasmes froids. Il faut vous dire qu'il est en train de mourir d'une fièvre terrible. Sa faim a été épouvantable. Il tombe bientôt dans le coma et il meurt peu après minuit, le 5 décembre donc 1791. Alors, on a beaucoup dit que Mozart avait été enterré dans le corbillard des pauvres. Vous savez que personne n'avait suivi son corbillard sauf son petit chien, dit-on, et qu'il a été jeté dans une fosse commune. Tout ça n'est pas vrai. Il y a eu des messes magnifiques pour la mort de Mozart, et notamment à Prague. On a vu des milliers de personnes venir assister à la représentation, justement, de ce requiem, et tout le monde pleurait, nous disent les chroniqueurs de l'époque. Donc Mozart n'est pas mort du tout dans l'anonymat et dans l'indigence. Simplement, on est à une époque où l'empereur d'Autriche a pris des mesures très sévères pour des raisons d'hygiène, car on enterrait les gens n'importe comment. Il exige que les enterrements aient lieu bien après la messe d'enterrement en tant que telle. Donc la messe a eu lieu avec toute la famille, avec tous les amis de Mozart, et puis ensuite seulement, tard dans la soirée, on a conduit sa dépouille jusqu'à un cimetière qui était hors de la ville, donc il était très difficile pour les familiers de suivre la dépouille jusqu'à la dernière demeure, comme on dit, et Mozart a été jeté certes dans une fosse commune, mais pas pour des raisons, comme on pourrait l'imaginer, de pauvreté uniquement. Il a été jeté dans la fosse commune parce que c'était les mesures, en l'occurrence, de salubrité qui avaient été prises à cette époque. Et voilà le maître qui laisse tous ses élèves, tous ses disciples complètement orphelins. Il a donné à la fin de sa vie ses œuvres majeures, notamment ce requiem qu'il n'a même pas pu achever lui-même. Et maintenant, il n'y a plus, pour survivre, si je puis dire, que la musique de Mozart. Et c'est ce que nous disions au tout début, rappelez-vous, Anissa, nous disions au tout début que grâce à sa musique, évidemment, Mozart était immortel. Veilleuse mesure du requiem de Mozart et de Süssmayr, d'une certaine manière. Il est temps de dire adieu à Mozart, mais nous le retrouverons bien vite. Et voici Nikos Aliagas. Bonjour cher Nikos. Bonjour mon cher Franck Ferrand. Si je vous dis hier encore, j'avais 20 ans, la bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça peut durer des heures et des heures. Les chansons d'Aznavour font partie de notre ADN. Il remonte sur scène au Palais des Sports. Il est notre invité cet après-midi sur Europe 1. À tout de suite. Merci beaucoup Nikos et nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Et demain, vous évoquerez, Franck, le destin d'une grande dame de la haute couture française, Coco Chanel. À demain, c'était Franck Ferrand.